Ça déménage à l'épisode 7 avec tout plein de scènes d'action sympas, mais en même temps, vous allez vous attendre à voir débouler Legolas. Filoni s'est perdu en terre du milieu et ça s'est beaucoup vu. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Avant-dernier épisode d'Ahsoka et donc fort tristement avant-dernière revue de cette série sur la chaîne, mais avant de ranger les boules au placard jusqu'à la prochaine série Star Wars, je vais commencer par dire que j'ai bien aimé cet épisode, même si en fait je n'aurais pas forcément grand chose à dire et que d'une certaine façon on pourrait même avancer que c'est un épisode relativement feignant. Et pourtant je l'ai bien aimé. L'épisode Rêve et Folie, je vais revenir après sur le titre, est réalisé par Geeta Patel, une réalisatrice américaine d'origine indienne qui a travaillé sur de nombreuses séries dont Sense8 et plus récemment un épisode de House of Dragons. C'est un épisode qui dépote avec plein de scènes d'action, à commencer par une poursuite dans un champ de mines qui te donne l'impression d'avoir été conçu spécifiquement pour une nouvelle attraction Disney. Je précise que ce commentaire n'a rien de péjoratif d'ailleurs de ma part. Quelques scènes de combat et une poursuite dans les plaines après la caravane des maisons cafards des Toto, enfin officiellement les Naughty puisqu'ils ont maintenant un petit nom. Autant au début on te renvoie encore une fois au monde de Nemo, à la scène où Dory et Marin papotent à bord de Baleine Express, autant la deuxième partie c'est clairement le Hobbit et la poursuite des nains par les orques montés sur leur warg. Que ce soit dans les angles de caméra, la palette, le décor, tout y est hormis les lapins. Ce qui confirme si besoin est, car j'ai suffisamment insisté dessus dans les précédents épisodes, le point de vue résolument héroïque fantasy de la série. Cela t'emmène à quasiment revoir Ahsoka sous l'angle de toute la série du Seigneur des Anneaux en fait, puisque d'une certaine manière, on a un voyage inattendu, Ahsoka en Gandalf, le gris ou le blanc, Sabine, l'héroïne qui doute de ses compétences mais est guidée par son cœur, Thrawn dans sa tour en nécromancien avec ses sorcières qui font littéralement de la triangulation pour surveiller l'arrivée d'ennemis potentiels. Bon, il nous manque l'anneau et Gollum, mais on peut, je pense, après cet épisode, postuler la boule de pétanque comme une bonne candidate. Alors attention, je ne dis pas une seconde que la série pompe les thématiques du Seigneur des Anneaux et se dirige dans la même direction. Mais par contre, oui, ça a louché sur la copie du voisin. Hommage, on te dira, parcours du héros, tu proposeras, tout à fait, mais il y a baleine sous gravier quand même, Dave. Et je sais que vous brûlez d'avoir la réponse, mais oui, on est à 1 sur l'échelle d'Ahsoka. J'en profite pour faire le service après-vente de l'épisode précédent de ma revue, puisqu'il est maintenant confirmé que les 3 matriarches ont bien hérité d'une version déformée des noms grecs d'Émoire ou Parc. Alors je rappelle que l'Émoire c'est la version grecque et Parc c'est la version latine, monsieur kiff la même chose. Bon, sauf qu'en grec ça se dit Cloto, Lachesis et Atropos, et donc on a hérité de Cloto, Actropo et Lachesis. Et je fais coucou à Pierrick au passage qui m'avait mentionné que les noms apparaissaient bien dans le générique de fin, et j'avoue que je zappe en général complètement, honte à moi le générique de fin, puisque on n'a pas de visuel à la Mandalorian, donc je suis désolée, je ne reste pas. Mais même si le générique ne l'avait pas confirmé, c'était encore une fois une référence absolument limpide. Il y a eu pas mal de questions, notamment dans vos commentaires, sur la possibilité que les Night Troopers de Thrawn soient morts et animés par la magie des sorcières de la nuit, comme on avait pu le voir avec Marok. Alors cet épisode ne semble pas confirmer cette hypothèse, qui était très séduisante. J'avais même parlé de l'apparition de la chimère de Thrawn comme celle du Hollandais volant, car on les voit bien mourir dans cet épisode sans le nuage caractéristique de la magie noire, verte en l'occurrence, des sorcières de la nuit. Ça n'enlève pas pour autant la possibilité pour certains personnages comme Enoch par exemple, allez savoir, mais en tout cas pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit le cas. Thrawn est resté encore assez périphérique sur cet épisode et je ne suis toujours pas estomaquée par lui, j'en suis désolée, je sais qu'il a des fans. Alors il balance quelques phrases pour faire genre, mais Bélan, qui est tout aussi périphérique et peu loquace, a pour moi beaucoup plus de présence et d'intérêt que le grand bleu aux chaussures noires et au jodhpur blanc, qui est occupé à faire le plein sur son vaisseau. C'est un stratège de génie, c'est ce qu'on nous dit, mais tu le vois pas stratégiser des masses, il est assez passif pour l'instant, en mode j'observe, et si son plan pour l'instant s'est résumé à truffer l'espace autour de Peridea de champs de mines pour empêcher la progression des baleines et donc empêcher Ahsoka d'arriver, c'est pas extraordinaire quand même, et ça a foiré direct, alors on repassera pour la stratégie. Même la méthode d'ailleurs fait passive, c'est dire, alors qu'on pouvait avoir l'opportunité du coup raté d'un capitaine Ahab dans Moby
parodique. Enfin bon, c'est un marin, ça aurait pu être intéressant. Autre déception, car j'en ai quand même un peu, la scène Hera passe au tribunal pour acte d'insubordination et non pour maltraitance sur mineur. Scène qui permet juste de poursuivre les crossovers avec Andor et Mandalorian, on va pas se gêner, mais qui sert pas à grand chose à part nous remettre une petite couche de Coruscant, une petite couche de Xiono est un gros con, ça on avait compris, mais bon après tout lui aussi est juste là pour faire transition avec la postlogie et la série animée Résistance où son fils était le personnage principal. Mais toute la scène sert, n'allons pas nous mentir, surtout de moment coucou le voilou à ces 3 PO qui jouent les porte-paroles pour Leia qui vient sauver les miches d'Hera. Entre girl boss, on se respecte. La preuve, Mon Mothma sera sans problème de la combine au final. Il était évidemment difficile de nous balancer Leia, même si c'est un petit peu bizarre comme technique, elle aurait pu envoyer ses 3 PO avec un holo ou balancer un holo à Coruscant. Bon, un holo on en aura un quand même, avec une couche d'Anakin, puisque Ahsoka profite du temps passé sur Balan Express, pas juste pour écouter les vieilles histoires de Ruyang, mais pour faire un tour à la salle de gym avec son DVD de Coach Anakin, qui n'a pas fait tout YouTube, mais quasiment. On découvre au passage qu'il lui avait laissé 20 vidéos de conseils en tout genre, parce que, je cite, c'était un bon maître. Alors j'attends tout particulièrement les cours d'éducation sexuelle de sa part, en mode couche pas, ou tu tomberas enceinte et tu crèveras. J'espère qu'on va pas entrer dans une phase canonisation d'Anakin, parce que ce qui le rend intéressant, c'est justement ses contradictions, ses faiblesses, ses zones d'ombre et ses défauts. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la série Clone Wars, ces infos de Super Maître Anakin tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, même pour ceux qui l'ont vu d'ailleurs. Je sais pas qui est un bon maître au final dans Star Wars. Ils ont tous un peu failli d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'Ahsoka a été bien formée ? Je ne sais pas, dans la mesure où elle s'était fait torcher rapidement par Baylan, sûrement pour éviter de se faire traiter de Marissou par des fans anti-perso féminins. Je ne sais pas non plus à en juger par sa joie de vivre caractéristique. Je crois que si elle est encore là, en dehors du chouchoutage spécial par Filoni, il y a plus à créditer au caractère personnel d'Ahsoka. Après, on pourrait dire, comme Flown ou même Ruyang en ont fait le commentaire, qu'Anakin était le bon maître pour elle, dans la mesure où ils étaient tous les deux finalement très peu conventionnels, donc qui se ressemblent, s'assemblent. Et que peut-être que pour survivre dans un monde post-ordre Jedi, il fallait aux quelques Jedi restants une certaine dose de flexibilité. J'ai vraiment senti l'apparition d'Anakin personnellement comme une manière d'étaler la confiture de ce personnage pour les fans. On appelle ça du fan service. Je trouverais très dommage de continuer à le voir en apparition de fantôme de la Force après ce qu'on a déjà eu aux épisodes précédents, car il faut qu'Ahsoka vole de ses propres ailes, qu'elle existe sans Anakin. Dans l'absolu, par contre, je ne serais pas du tout contre une série parodique où les fantômes de la Force iraient commenter les actions de leurs anciens Padawan. Ça donnerait des sketchs assez hilarants, mais ça n'a pas été le projet jusque-là. Ou alors dans la même veine, alors imaginez une série avec un Jedi qui arrive pas à se débarrasser du fantôme de la Force, qui passe son temps à blablater avec lui et le bâcher. Imaginez Luke avec Kylo, ou Qui-Gon et Obi-Wan, enfin il y a de quoi faire du duo intéressant. Mais encore une fois, c'est un genre différent. Ce qui a bien marché dans cet épisode pour moi, c'était les interactions pleines de peps et très naturelles entre Ezra et Sabine. Malgré la pointe de sarcasme entendue sur la nouvelle de la mort de l'empereur, que Sabine commente en « à ce que les gens disent ». Alors sérieux, c'était visiblement le gros scoop, le retour de Palpatouche dans l'épisode 9, et Dieu sait si j'ai du mal avec l'annonce du retour de l'empereur, donc j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes étaient parties en fake news sur la mort de l'empereur, ou alors ça fait encore passer Luke pour un bolos qui avait complètement mytho la mort de l'empereur, ce que je trouve quand même un peu dommage si on y réfléchit bien. Mais oui, sinon la dynamique est très bien entre les deux personnages, entre Ezra et Sabine, jusque dans leur duel face à Shin, avec Ezra qui ne veut pas du sabre et pense pouvoir faire l'affaire avec juste sa bite et son couteau, c'est-à-dire la force. Scoop, ça suffira pas. Plein d'humour aussi avec les Naughty qui sortent leur lance-pierre Pif Gadget face à des mercenaires et des troopers, ce qui poursuit la vibe Ewok, et on l'avait déjà bien senti lors de la rencontre entre Sabine et les Naughty, et là avec la référence faite par Sabine à Andor, même si les Naughty sont littéralement davantage déplanqués que les boules de poil qui eux avaient aidé de manière décisive à la chute de l'Empire. Et puis on a Shin et Baylan. On savait que Baylan a sa quête perso, même si pour l'instant elle reste très vague pour nous, et on sentait qu'il s'était greffé sur la recherche de Thrawn en auto-stopper pour se mettre dans le chemin ou dans la bonne voie de sa quête. Et ben c'est confirmé, et après un léger moment d'angoisse de ma part lors de l'inévitable rematch face à Ahsoka, où je crains
craignais que selon la logique implacable de ce genre d'affrontement, un coup tu perds, un coup tu gagnes, mon Bélan ne se retrouve envoyé direct au Valhalla, mais ouf, non, elle lui pique juste son loup cheval, et du coup Pépère fait cavalier seul, si je puis dire, après avoir largué son apprenti, après une ultime recommandation, et en l'envoyant prendre sa place dans le nouvel empire, et ça faisait beaucoup pour mes mères, qui se retrouvent quand même toutes seules face à Ezra, Sabine et Ahsoka. Hypothèse, c'est pas une Sith, et elle n'a pas été formée comme une Sith par un maniaque de l'extermination ou du pouvoir, limite elle a été formée par le moine iconoclaste du nom de la rose en fait, donc elle est assez jeune et novice pour ne pas avoir été corrompue et pouvoir possiblement changer de camp ou faire autre chose de sa vie, comme ouvrir un salon de coiffure ou un atelier de piercing. Alors Shin va-t-elle rejoindre Thrawn et rester méchante et donc mourir puisqu'on la revoit pas parmi les chevaliers de Ren, exemple, ou va-t-elle partir sur un autre projet ou voir rejoindre le groupe de rebelles et se faire former par Ahsoka, et pourquoi pas. Autre question qui m'interpelle, Bélan va-t-il juste disparaître de la nature et on ne saura jamais plus rien de sa quête mystérieuse à part dans une BD éventuelle, ou parce qu'un truc magique va ressortir, on sait pas trop comment, du genre il est parti se renseigner sur les dyades de la force et va nous prophétiser Reylo, ça me donnerait de nouvelles raisons de le kiffer Bélan. Comme il reste juste un épisode et que l'acteur n'est plus de ce monde malheureusement, il est possible que l'arc de Bélan, comme celui du Graal, s'achève sur un mystère. Et là, le titre, j'y reviens, rêve et folie. À part qu'Ezra aimerait quitter cette planète et rentrer à la maison, les seuls rêves et folies qu'on voit mis en scène dans cet épisode sont du côté de Bélan et de Thrawn. D'un côté, Bélan et sa quête d'un retour à un idéal pur qui dépasse tous les clivages, la binarité Sith-Jedi, et donc quelque part une chasse possiblement illusoire au Dahu, et de l'autre, Thrawn et son rêve de restaurer l'Empire et reprendre le pouvoir sur la galaxie du haut de son vaisseau qui porte quand même le doux nom de chimère. C'est ton titre 2 en 1 ça. Une chimère est une créature fantastique, donc de l'ordre du rêve, et avoir des projets chimériques, c'est à la fois rêver, mais c'est pas très loin de la folie non plus en fait. Du coup, à moins qu'il ne nous fasse un gros cliffhanger des familles à la fin de l'épisode 8, on part en toute logique sur un épisode final en affrontement entre Thrawn et Ahsoka, Poséidon contre Athéna la semaine prochaine. Est-ce que ce sera épique? Est-ce que ça nous enverra du rêve? Réponse la semaine pro, mes amis. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode de ma revue d'Ahsoka. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Dites-le moi en commentaire. Était-ce un bon cru? Est-ce que vous avez espéré revoir Serkis en Gollum, des fois qu'il soit la semaine prochaine en bébé Snoke, allez savoir. Pensez à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour le dernier épisode.